Bonjour, c'est Pierre Delovin-Foss pour le blog des leaders. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec un patron libérateur, avec Alain Pajot, qui est le CEO de Concept Expo à Wavre, près de Bruxelles. Alain, bonjour. Bonjour Pierre. Merci de me donner ton temps. Et si je te donne 2 minutes pour présenter Concept Expo, qu'est-ce que tu nous dis? Je dis que j'ai pas assez de temps d'abord, mais je vais prendre la contrainte. Donc Concept Expo est une entreprise qui est basée à Wavre, qui existe depuis une trentaine d'années et qui s'est spécialisée dans la communication en 3 dimensions, c'est-à-dire 3 métiers essentiellement: l'aménagement de stands pour foire exposition, l'aménagement de magasins et l'aménagement de musées, métier dans lequel on est à la fois des concepteurs, créateurs et à la fois des fabricants, installateurs. Donc on a à la fois le côté créatif et le côté fabrication. Entreprise d'un groupe d'entreprises, puisqu'on est plusieurs sociétés d'une centaine de personnes plus ou moins, avec quasiment 50-50 entre un profil personnel ouvrier et personnel employé. Oui. 18 millions de chiffre d'affaires au total, et des clients belges, français qu'on accompagne essentiellement sur l'Europe, mais en stand ça nous arrive aussi d'aller overseas. Oui. Voilà. Et alors, vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise? Donc nous sommes une petite centaine, donc, dont la petite moitié est du personnel ouvrier. Ok, d'accord. Alors, tu t'es lancé sur ce fameux chemin de libération d'entreprise pour vraiment installer une gouvernance partagée. Ça a commencé quand? Alors ça a commencé structurellement dans l'entreprise il y a bientôt 1 an et demi. Oui. Dans ma tête, ça a commencé il y a 3 ans, certainement, plus ou moins. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans? Tu as fait une chute? Une vision? J'ai fait une chute de mon canapé en voyant une émission qui s'appelle Le bonheur au travail. Oui, la fameuse émission d'Arte qui a vraiment... et qui m'a très profondément inspiré sur des modèles de management, en fait, dont je me suis rendu compte après que j'en avais dans mes gènes une bonne partie, et que au cours de ma carrière, je n'avais pas eu l'opportunité ou l'occasion de mettre des mots sur des feelings que j'avais. Et donc ça m'a beaucoup parlé. Ça, c'est vraiment le déclencheur pour moi, dans un premier temps, de se dire, tiens, il faut que je m'intéresse à ça. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. À la suite de cela, donc je me suis intéressé à entre guillemets, notre esprit libéré, et j'ai lu la littérature habituelle de Laloux, de Isaac Gates et autres. J'ai participé à des conférences, des séminaires, etc. pour jusqu'au moment me convaincre intellectuellement, donc c'est le mot qui est là, que c'était ce qu'il fallait faire. Et j'étais aussi convaincu que là, c'était cohérent par rapport à ce que moi j'étais. Et donc, quand on fait la symbiose entre les deux... Ça veut dire que tu étais, donc, entre ces 3 ans et il y a 1 an et demi, déjà en chemin, en un certain développement personnel ou une réflexion personnelle? Tu étais aidé par quelqu'un à ce moment-là? Non, pas encore. Donc, pendant cette période qui a précédé le lancement, j'ai pas fait de travail sur moi. J'ai juste découvert la cohérence, où ça, que ça allait me chercher. Où est-ce que ça allait me chercher les choses? Et je me suis rendu compte, mais oui, ça me paraît évident. Et ce qui m'a beaucoup aidé dans cette période préparatoire à la décision et au lancement, c'est de rencontrer des chefs d'entreprise, bien entendu, qui l'avaient fait dans un groupe de compagnonnage avec Vie l'Union Wallonne des entreprises, et Jacques Rae et Ignace Couplet, etc., qui m'ont beaucoup aidé à partager en fait ce qu'eux avaient entrepris, et à m'aider à travailler sur comment on démarre. Et donc là, je les ai rencontrés eux, j'ai rencontré des coachs externes qui bossaient avec eux, etc., et qui m'ont permis de mettre en évidence le comment on y va. D'accord. Et alors, tu as suivi une recette? Non, je crois que tu le sais sans doute, et c'est qu'il n'y a pas de recette pour moi. Donc il y a un chemin que chacun prend personnellement, et que l'entreprise prend, avec évidemment des dénominateurs communs en termes d'approche. Donc je n'ai pas suivi de recette. Il y avait une grande question au départ, c'était par quelle porte je rentre dans ce truc. Il y a
la version, je rentre par la grande porte et je réunis tout le monde et je dis On I annonce. I have have a a dream. dream, et, À partir de demain. et à partir de demain, on va faire autre chose. C'est vous le boss. Voilà, exactement. Et donc, ça, c'était intuitivement pas tout à fait mon truc. Voilà, parce que quelque part, et ça fera partie de mon développement personnel, ça allait chercher chez moi, effectivement, la posture d'attente, de peur, etc. Donc, ok, je voulais pas ça. Donc j'étais plutôt de le faire par alors pas par le soupirail quand même, en me disant on va pas y aller trop en stoum, par la petite porte, c'est-à-dire en y allant par bribes, euh, dans mes discours, en tout cas oui, dans les réunions d'entreprise qui ont précédé, j'ai mis quelques points relatifs au changement, à la transformation. J'ai cité des exemples d'entreprises, etc., pour commencer à un peu amener quelque chose. Et par contre, donc moi j'ai eu un événement en fait qui a précédé, dont je dois parler, qui est quand même important et une fois de plus qui est propre à notre chemin, c'est que pour lancer ce projet, j'ai pris la décision de me séparer d'un associé. Parce que je pensais que ce projet n'était pas possible avec lui. C'est un choix que j'ai fait, et donc l'annonce de ce choix aux équipes, au personnel, a été l'opportunité de lancer ce projet en disant, by the way, on a une occasion à saisir maintenant et nous allons aller dans cette direction. Et j'ai pas donné on va faire ça demain, on fera ça après-demain, il va se passer ça, le résultat va être là. J'ai dit on va y aller et on va expérimenter des choses ensemble qui vont modifier la manière dont on gouverne l'entreprise. Et quelle est peut-être la première chose concrète que tu as mis en place? La première chose concrète, ça a été deux choses. C'est de créer un nouveau comité de direction. Donc on est parti du principe que aussi, et c'est une fois de plus pour ça que chaque chemin est unique, on avait une situation de le comité de direction historique, notamment par le départ de mon associé, par le fait qu'il y avait finalement peu de personnes dans le comité de direction, offrait une opportunité de pouvoir changer ça assez rapidement. Il fallait faire quelque chose. Et un de mes coachs m'a dit, mais tiens, si on commençait par le comité de direction. Et je dis, ouais, c'est pas dans ce que j'ai lu, c'est pas par là qu'on commence, mais non, c'est pas pour une autre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que ça a été aussi le principe de commencer avec la sociocratie, parce qu'en finalement, c'est autour du modèle sociocratique qu'on est rentré dans l'entreprise et l'intelligence collective. C'était de se dire, ben voilà, on va créer un nouveau comité de direction dans lequel se retrouveront deux personnes de chaque département de l'entreprise qui auront été élus par leur père dans des modèles d'élection sans candidat. Et donc on faisait deux choses. On lançait des réunions en intelligence collective dans l'entreprise pour que les gens sachent ce que c'est. Ils élisaient leurs candidats de manière extrêmement légitime par les processus de décision par consentement, et on créait finalement le premier élément sur lequel on agit, c'est finalement la transparence, et faire de ce comité de direction, pas forcément un comité de décision, hein, comme on a l'habitude de se faire le schéma du comité de direction, c'est son rôle, hein, effectivement, de prendre les grandes décisions d'entreprise dans un bureau, une salle bien fermée, où il se passe des choses, personne ne sait. Donc c'était complètement l'inverse en fait, c'est juste de se dire, ben, il y a un comité de direction, les forces vives, légitimées par leur père, s'y trouvent, et c'est d'abord un endroit où l'information circule. Circule comment? Ben, chaque cercle, puisque c'est des cercles aujourd'hui, a des sujets qu'ils souhaitent faire remonter au comité de direction, ils sont portés par les représentants, et après la réunion, les informations redescendent. Donc on a commencé à réellement utiliser ce comité de manière très opérationnelle, comme une espèce de centre de tri d'informations, etc., avec des sujets qui ont été très rapidement d'un éventail incroyable entre, on parle de la cafétéria et on parle de la stratégie d'entreprise, donc des salaires, enfin, on citera des exemples tout à l'heure. Donc voilà, je pense que c'était l'enjeu, c'était pour travailler sur la confiance, et on en reparlera après, c'est très clairement donner des signaux de transparence, d'ouverture, de libération de parole, donc tout ce qu'on peut mettre en place grâce à l'intelligence collective. Tout à fait. Alors,
tu as commencé, je suppose, par réunir ce qui sont maintenant les cercles des anciennes équipes. Elles ont été coachées sur des outils d'intelligence collective pour pouvoir faire ces élections sans candidat, pour avoir la façon de se réunir, et ainsi de suite. Oui. Et puis, tu as mis en place ce nouveau comité de direction. Quelles ont été les réactions parmi entre autres tes managers précédents? Parce que eux, s'ils avaient été voir sur Internet ce que c'était plus ou moins avec ces entreprises libérées, ils se sont dit oui, oui, pour nous, ça va changer. Chez moi, cette problématique n'était pas très aiguë. Donc, comme je le disais, dans le comité de direction, apparemment, il restait 2 managers qui avaient des prédispositions à l'ouverture. Pas très assis sur leur pouvoir, sur leur ego et sur tout ce qui est lié aux signes distinctifs que peuvent avoir des managers ou des responsables. Donc très ouvert à ça. Je les avais précédemment emmenés en pèlerinage dans une ou 2 entreprises pour qu'ils voient un peu ce que c'est, etc. Et objectivement, le problème n'était pas là. Alors j'ai pris une première décision, c'est qu'ils ont été, ça c'est une décision que j'ai prise à ce moment-là, automatiquement les représentants des cercles dans lesquels ils se trouvaient, donc ils ne sont pas passés eux par l'élection. Donc j'ai dit au comité de direction, voilà, les managers, il y en avait 2, donc c'était pas non plus énormément, des 2 cercles concernés, bon, seront au comité de direction d'office, en tout cas. En plus d'un autre? Non, en plus. Donc, vous avez 2 représentants, ils étaient un des 2 de toute façon. Donc, ça, c'est ce qui a été décidé. Ça n'a pas posé de problème majeur, mais ça leur permettait de ne pas trop rapidement non plus, potentiellement, se trouver devant une délégitimation, sans fauteuil. Sans fauteuil, donc voilà, ça aurait été un peu compliqué. Un peu brutal. Voilà. Donc, voilà, et cela étant, je répète, le problème du management n'était pas, chez nous en tout cas, le problème le plus aigu qu'on a rencontré. Quel a été le problème alors, aigu que tu as rencontré? Les attentes. Je pense que c'est pour moi, en tout cas au début, et c'est vrai pour moi, et c'est vrai pour l'entreprise, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu rentrer pas par le hall d'entrée, mais plutôt par la porte de la cour. Quand on annonce du changement, etc., on crée des attentes. On crée des attentes pour soi. Donc moi, déjà, un travail sur mes attentes à moi. Et finalement, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Quel résultat ça va donner? Donc, naturellement, ceux qui sont très orientés avec les résultats ont envie de demander, mais tiens, quel est l'impact? On ne voit pas la différence, etc. Donc c'est pour moi le premier danger, le principal en fait, et l'acceptation du fait qu'il faille se hâter lentement en fait. C'est hâter lentement. J'aime bien cette expression. Et comment as-tu fait pour essayer de rassurer? Je ne sais pas s'il fallait les rassurer, mais en tout cas, je pense que c'est dans ma posture d'abord. Hein. Je crois que c'est un des travaux que j'ai fait en parallèle. Donc finalement, même si j'ai commencé un peu avant quand même, c'est de travailler sur ma posture à moi, sur mon lâcher prise à moi. Donc finalement, c'est d'être celui qui incarne le changement le plus. Je crois qu'il y a 2 niveaux à ça. À partir du moment où je travaille sur mes peurs et mes attentes, que j'arrive à travailler sur ce lâcher prise et sur les postures que j'avais peut-être déjà naturellement, hein, d'humilité, comment dirais-je, de sortir du besoin de contrôle, parce que ça c'était quelque chose que moi j'avais, c'est-à-dire ce besoin de contrôle, de s'assurer que les choses soient faites. Et donc j'ai pris un certain nombre d'initiatives qui étaient, par exemple, je faisais ce qu'on appelle des one-to-one avec pas mal de personnes dans l'entreprise, tout en me rendant compte finalement que ce one-to-one était essentiellement pour moi, pour me rassurer que les choses fonctionnaient. Et donc par exemple, j'ai arrêté ça tout de suite. J'ai libéré du temps pour être beaucoup plus en transversal, être plus dans la mise en place du contexte. En fait, l'enjeu, c'est de sortir de l'action et pour aller dans le contexte et la relation. Donc voilà, incarner le changement par je suis présent dans la relation et je suis présent dans la mise en place du contexte qui va favoriser finalement voilà, ce travail de changement sur la culture et sur la transparence, la confiance. Donc accepter qu'à un moment, j'accepte de mettre des sujets sur la table, j'accepte de parler d'un certain nombre de choses qui d'habitude ne sortaient pas de l'entreprise. Et donc je pense que c'est par ma posture, et chaque fois que, et encore maintenant, hein, donc c'est un long chemin, à chaque fois que je suis sollicité par quelque chose, ou par quelqu'un, par quelque chose,
toujours me poser la question, ok, comment tu réagis naturellement, parce que le naturel est encore là. Ok, et chaque fois c'est une opportunité de montrer qu'il y a des changements. Et parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Hein, donc c'est très clair, parfois j'ai encore des mécaniques qui sont là. Et donc voilà, mais je pense que c'est par là, et par le fait d'avoir beaucoup d'assises et de rester très rassurant, tout en leur disant ça prend du temps, c'est lent, créons pas d'attente, expérimentons, faisons des erreurs, acceptons les erreurs, que finalement voilà les choses. C'est un chemin. Oui, oui, absolument. C'est un chemin. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis, vraiment d'incarner ce, ce vers quoi tu veux, ce à quoi tu veux amener l'entreprise, et chacun et dans chaque relation être justement cette incarnation de ce modèle, tout en sachant que tu dois travailler sur toi-même. Bien sûr. Avec cette humilité de pouvoir reconnaître, là, j'y suis pas, c'est difficile pour moi. C'est clair. Comment tu as réussi, ou peut-être pas encore, ou comment es-tu en train de réussir, je ne sais pas, à lâcher le contrôle, à ce besoin de contrôle que tu avais en toi? Comment tu as réussi à travailler là-dessus? Il y a deux éléments. Donc j'ai fait un trajet je l'appellerais plus d'expérimentation que de formation, de week-ends avec un groupe dans lequel, animé, dans lequel on a, pendant 8 week-ends, une vingtaine de personnes qui ne se connaissaient pas ont expérimenté la vie de groupe. Et toutes les phases par lesquelles un groupe ou un collectif passe, et en le faisant en live, bien entendu que ça a eu beaucoup d'impact sur, évidemment, moi, comment je me positionne par rapport à ça, parce qu'il y a des postures à prendre, il y a des rôles à prendre, et donc ça m'a beaucoup aidé à prendre cette posture. Voilà, tout ce que j'ai pu lire, voir, et tous les partages que je peux avoir avec des pairs m'inspirent beaucoup. Ça, c'est essentiellement là que j'ai commencé à changer de posture et être moi, bien entendu, dans la confiance en fait. Hein. Donc, contrôle, confiance, c'est ça. Oui, c'est un travail sur moi-même qui n'est pas terminé encore, mais sur lequel je pense que sans ça, il faut ça. Il faut, personnellement, en tout cas pour moi, il faut accepter de se remettre en question fortement sur certaines choses, même si, une fois plus intellectuellement, moi je l'avais bien. Hein. Franchement, les convictions, je les avais bien. Je me suis rendu compte qu'il fallait aller beaucoup plus loin que ça pour. Je rencontre beaucoup de patrons qui, voilà, on veut y aller, et puis quand on démarre, ils sentent tous les freins intérieurs. Les gremlins qu'il y a qui les freinent, et il y a, bon, ils ont vraiment, je leur dis toujours, faites d'abord un travail sur vous-même avant de vous lancer, parce que vous allez découvrir pas mal de choses. Vous allez dire, non, je suis prêt. Je crois qu'il y a vraiment ce travail à faire. Si tu devais recommencer cette première phase, est-ce que tu changerais quelque chose? Non, je pense que sur la première phase, je pense que la manière dont on a abordé les choses réellement convenait bien à moi et à l'entreprise, parce que finalement on a avancé très vite sur l'aspect culturel, etc. Qu'est-ce que j'aurais changé? Objectivement, je garde à l'avant, pas tellement à l'arrière, mais m'oblige à le faire, donc je le fais volontiers. Désolé. Non, mais tu m'obliges, c'était pas le bon terme, tu m'emmènes à le faire. Alors je vais prendre un exemple qui aujourd'hui, sur lequel je suis pas, voilà, c'est mission, vision, valeur, qui est aussi une étape très importante du sens. En fait, mission, vision, valeur, c'est un point qui est venu extrêmement rapidement dans l'entreprise. J'ai été interpellé dans le comité de direction, après 1 mois et demi, 2 mois d'avoir. Tiens, mais finalement, c'est quoi le projet? C'est quoi le sens? Comment on se projette? Et une fois de plus, moi, bouquin, bazar, mission, vision, valeur, il faut faire ça après, etc. Bon, j'ai laissé faire, et donc on a travaillé pendant 1 an sur mission, vision, valeur. Pour aboutir à quelque chose. Donc, on a abouti à quelque chose, mais je suis convaincu que si on refaisait l'exercice maintenant, il serait déjà tout à fait différent. Mais j'ai laissé faire parce que finalement, ça participait au processus de
comment dirais-je, d'appropriation de l'entreprise, d'expérimentation et d'appropriation. Et franchement, on a des valeurs, les choses qui sont sorties sont tout à fait relevantes et vont fonctionner. Mais si je devais changer quelque chose, aujourd'hui en tout cas, c'est sur finalement plus la mise en application de ce qu'on a décidé, qui était notre raison d'être, nos valeurs, qui aujourd'hui ne sont pas encore assez prégnantes et ne drivent pas encore nos décisions de tous les jours. J'aime bien dire que quand la mission est forte, là, la mission devient le CEO de la boîte. Oui, exactement, tout à fait. Donc les décisions sont prises en fonction de la. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que certainement pas regret de l'avoir fait comme ça parce que ça participe à, mais l'aspect prégnant des choses, sans doute on n'a pas eu assez de travail sur la culture encore, pour vraiment avoir quelque chose qui va vraiment être la substance. Alors, tu parles justement de culture. Si tu devais montrer une photo de Concept Expo il y a 2 ans et Concept Expo aujourd'hui, en termes de culture, qu'est-ce qu'on verrait comme différence? Parce que la culture, il y a quelque chose d'un peu impalpable là-dedans. Et donc, comment est-ce que tu caractérises ça? Très clairement, sans vouloir être classique, c'est que la culture, c'est avant une boîte où toutes les décisions et tous les problèmes remontent sur le bureau des managers, voire de la direction, ça c'est extrêmement clair, où l'ambiance entre départements, à l'intérieur des départements est plutôt bonne, mais une fois qu'on est dans des comment dirais-je, des projets, parce qu'on travaille sur des projets qui intègrent plusieurs départements, la communication est moins bonne, on a moins le sens de l'objectif commun, et donc on a une communication et un cloisonnement et des silos qui sont forts. Une culture qui était très orientée client, qui l'est toujours, ça n'a pas changé, donc c'était ce qui fait notre force, mais on l'a toujours, mais une culture qui n'était pas du tout l'appropriation du projet de l'entreprise. Et si je pouvais dire aujourd'hui qu'est-ce qui a changé, c'est qu'on commence, après 1 an et demi, ce qui est long et pas long finalement, on commence à voir réellement l'appropriation du projet de l'entreprise par les équipes et le démarrage de la confiance, trouvons des solutions ensemble, nous avons la capacité de régler la plupart des problèmes entre nous, et ça commence à fonctionner très bien à l'intérieur des cercles. On a encore du travail pour tout ce qui est entre cercles, donc il y a encore des choses à faire, mais ça commence. Donc c'est réellement ça, c'est finalement nous avons la possibilité de prendre notre destin en main, et nous sommes des acteurs en confiance et en conscience. Oui, vraiment. Ça, je pense que c'est ça qui a commencé à changer dans l'entreprise et qui me donne beaucoup de confiance sur le futur. Cette conscience que voilà, nous pouvons prendre les décisions qui sont nécessaires pour les responsabilités et les rôles que nous avons. Absolument. Et nous apprenons à le faire. Et donc, mon rôle à moi aujourd'hui, c'est réellement, comme je le disais, et j'ai eu le cas la semaine dernière, c'est qu'on revient dans l'ancienne posture. On a un problème, on va voir Alain, c'est les ramener à la nouvelle posture. C'est vous avez tout pour prendre cette décision, mais vous prenez-la, allez-y. J'ai pas peur que vous vous trompiez, n'ayez pas peur de vous tromper. Voilà, ça c'est. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de vous tromper, voilà, ça fera partie de l'apprentissage. C'est peut-être un beau titre, n'ayez pas peur de vous tromper, c'est un patron qui vous le dit. Oui, exactement, oui, tout à fait. Donc, voilà. Et puis, quand on parle culture, j'ai un autre exemple qui me frappe. Mon bureau est au-dessus de la cafétéria de l'entreprise. C'est un indicateur qui me plaît, je l'entendais encore ce midi. J'entends une énergie qui saute de cette cafétéria sur le temps de midi quand je suis dans mon bureau, qui n'a absolument rien à voir. Ouais, ça franchement. Ah oui, donc tu sens une énergie. Une énergie, oui, réellement. Qui est à un autre niveau. Qui est à un autre niveau, des initiatives qui se prennent énormément, encore plein qui se prennent et qui font plouch.
Mais c'est ok, c'est pas grave, ça c'est accepté que ce soit pas grave, parce que c'était pas le moment, elle n'était pas assez portée, etc. Et d'autres qui se prennent et qui arrivent. Et c'est parfois, ça peut avoir l'air, comment dirais-je, réellement marginal ou peu important comme initiative, mais ça en est une. Voilà, ça c'est ce qui change maintenant. En termes de structure, j'ai l'impression que tu n'as pas changé la structure de Non, la non. Donc tu es vraiment, tu Oui. as changé les départements, tu as dit mais non c'est des cercles. Oui. Oui. Et bon, il y avait peut-être encore un manager qui y était, mais tu as aussi Oui. demandé qu'il y ait une élection pour Voilà, donc aujourd'hui, structurellement, les départements, les anciens départements ont été rebaptisés cercles, mais ça ne change pas la structure. Ils fonctionnent en intelligence collective avec des premiers liens, deuxièmes liens sur le modèle sociocratique et élus pour une période d'1 an. Donc on a un processus de réélection après 1 an. Et donc voilà, structurellement dans l'entreprise, j'ai pas changé l'organisation. La question est sur la table, elle arrive. Moi, j'ai eu le feeling que, mais après, beaucoup de feeling que j'ai eu en termes de timing de ce qui allait se passer ne sont pas avérés comme ça. Donc, les choses arrivent plus vite que ce que je crois en général. Oui, plutôt plus vite. Ça va plutôt plus vite, oui. C'était se dire, voilà, on a encore cette année-ci à travailler sur la culture, continuer à ancrer les choses, en fait, parce qu'il faut beaucoup faire, exercer pour ancrer les choses, que ça devienne des habitudes, que toutes nos réunions, quelles qu'elles soient, on commence par se poser, à donner sa météo, à faire son check-in, voilà, à faire des rondes de frustration, parce que c'est important, ça permet réellement une fois de plus d'être soi-même tel qu'on est. Et donc on doit encore ancrer ça à différents endroits de l'entreprise, ou moments de l'entreprise. Et donc je trouvais un peu tôt de commencer à travailler sur l'organisation en tant que telle. Je pense que dans les 6 mois, c'est un sujet qui va arriver sur la table parce que voilà, il mûrit déjà à gauche à droite d'initiatives, etc. Donc voilà, aujourd'hui l'enjeu c'est cette année-ci, là où on est, c'est voilà, travailler sur la transversalité, donc tout ce qui est les intersections des cercles et tout ce qui. Aujourd'hui, tes départements, c'est plus par fonction. Par fonction, ça reste par fonction. C'est ça. Ouais. Okay. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'enjeu, ça va peut-être transformer ça en rôle, hein, donc, et que, voilà. Mais on travaille sur le fond. Donc, par exemple, on est en train de finaliser une formation sur les talents. Donc, une demi-journée, fois 5 ou 6, 7 groupes au total, où on a fait ensemble l'exercice sur quels sont nos talents, qui va être, qui est un exercice qu'on fait avec des mélanges de groupes, hein, donc déjà c'est ça qui travaille sur le fait de travailler avec d'autres et de partager ses talents. Donc on est nouveau dans la transparence, qui je suis, dans l'aspect positif des choses, mais ça va nous aider aussi derrière à construire les rôles futurs. Parce que, bien entendu, l'enjeu, c'est d'utiliser ses talents pour se sentir efficient, efficace dans l'entreprise. C'est essentiel pour être dans une posture de bien-être et de sweet spot. Le fameux sweet spot. Oui. Et donc, tout ça sont des petites briques qu'on met qui vont nous amener à être prêts à travailler sur l'organisation et à changer l'organisation. Et maintenant, par contre, il y a des cercles, je dirais, qui n'ont rien à voir avec les départements qui sont formés. J'en donner un, c'est qui est important dans le processus dans lequel on est, c'est le cercle des facilitateurs. Donc, nous sommes 11 personnes dans l'entreprise à avoir fait une formation de facilitation en intelligence collective. Donc, c'est évidemment une force incroyable. Donc, 11 personnes, ça fait un peu plus de 10%. C'est un peu plus de 10%. Et ça suffit? Non. Non, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour démultiplier encore, il faudrait aller encore plus loin. Et donc, les facilitateurs ont construit leur mission, qui est réellement d'être l'ambassadeur de l'intelligence collective dans l'entreprise. Et à l'intérieur de cette mission, se sont définis des objectifs, dont un est de pouvoir former d'autres personnes dans l'entreprise pour avoir une capacité de capitalité encore plus grande. Mais donc voilà, c'est un groupe qui n'existe pas il y a 1 an d'ici et aujourd'hui qui est un vecteur d'accélération formidable.
En termes d'outils, qu'est-ce que tu as mis en place, ou qui a été mis en place, parce que toi, en termes d'outils nouveaux par rapport à ce qui existait avant? Alors, essentiellement aujourd'hui, tous les outils de la sociocratie. Donc, je l'ai dit à quelques reprises, on est aujourd'hui focalisé là-dessus sur tout ce que l'intelligence et les outils d'intelligence collective peuvent nous apporter. Donc, c'est les outils de décision par consentement, d'élection sans candidat, de réunion de créativité, et donc de réunion debout, de réunion post-it, voilà. Chaque fois pour ramener, je dirais, en fonction de la situation, de la problématique qu'on peut avoir, l'outil qui va être le plus adéquat pour faire que chacun puisse prendre la parole et qu'on puisse créer des choses. Aujourd'hui, c'est essentiellement là. Plus, je disais tout à l'heure, je parlais de talent, on va sans doute se former sur l'énéagramme aussi, pour aussi construire des outils de développement personnel, pour apprendre à se connaître, à être en confiance avec soi d'abord, pour être en confiance avec les autres. Donc on travaille à la fois sur le développement personnel et sur le développement d'outils de collaboration. Donc on est en train de... donc un candidat, on a fait un appel à la candidature pour avoir une nouvelle personne de confiance qui va se former à la gestion de conflits, qui est un point quand même très important à un moment. Les facilitateurs ne sont pas forcément formés pour ça, et donc qui va faire une formation d'une semaine en gestion de conflits pour justement être la personne de référence qui peut être là en support si nous rencontrons des conflits dans l'entreprise. Donc voilà, c'est essentiellement ces outils-là. Tu as mis à disposition des gens aussi la possibilité d'un coaching s'ils en ressentaient le besoin. Alors, comment as-tu fait? Et donc, sur la partie facilitation, on a travaillé sur le bras volontaire au départ. Donc, et aujourd'hui, mais ça c'était déjà le cas précédemment, plus dans le cadre du développement personnel, on a un certain nombre de personnes qui, sur base de leurs besoins, sont mis dans notre trajet de coaching. Alors c'est vrai qu'au départ, c'était plus des trajets de coaching liés au métier, donc on essaie d'aiguiller ça vers des trajets de coaching liés au développement personnel, aux soft skills, etc. Alors je ne peux pas dire qu'on a fait de manière structurelle et systématique, c'est plus de manière ponctuelle et en fonction des besoins. Donc, est-ce que tu considères aujourd'hui que tu as lâché les rênes? Non. Non, je ne considère pas avoir lâché les rênes. Alors je ne fais pas d'équitation, mais l'image va parler, c'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir les rênes là et on peut avoir la longe plus souple. Voilà, ça j'ai fait. Je suis passé de je tiens comme ça, donc le cheval se cadre et je suis cadré. Donc je pense que l'image c'est vraiment celle-là. Donc je suis moi aussi comme ça en tension, comme le cheval finalement. Hein. Et là, j'ai relâché la bride. Je suis beaucoup plus relâché, je suis beaucoup plus en posture de confiance, le cheval aussi, pour reprendre l'image, mais je tiens toujours la bride. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que le mot que tu as utilisé dans ta question c'était lâcher les rênes. Est-ce que tu as lâché les rênes? Non, je pense que non, c'est pas. Je dirais si j'étais le cas. Est-ce que tu veux aller jusque-là? Oui, tu vas jusque-là. Chez toi, c'est clair. Okay. Oui, je veux aller jusque-là. Ouais. Pour plein de raisons. Parce que je pense que c'est clairement la vocation de cette transformation. C'est de confier les rênes. C'est de confier. C'est finalement pas moi qui les lâche, c'est plutôt moi qui les confie. Et d'arriver à ce niveau de posture et de confiance mutuelle qui permet de confier. Voilà. Mais je ne suis pas encore là et je pense que l'entreprise n'est pas encore là. Et je ne me suis pas mis de timing, d'objectif, parce que chaque fois que je mis des attentes, j'étais à côté. Donc voilà. Mais j'ai quand même déjà opérationnellement le sentiment d'avoir quand même lâché beaucoup de choses. Ouais, opérationnellement en tout cas. Ouais. Alors, 100 personnes, c'est quand même pas mal. Il y en a là-dessus qui ont dû bloquer sérieusement ou qui sont peut-être partis même. Tu as commencé par ton associé. Oui, voilà. Donc ça, effectivement. Ouais.
Alors, je dirais que des personnes qui ont bloqué, qui ont dit mais c'est quoi tu viens, c'est n'importe quoi, je m'en vais, je me sens pas. J'ai pas eu en tout cas au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on a eu les pionniers. Enfin, je crois que c'est de toute façon ceux-là qu'il faut chérir et soigner et accompagner. Et j'ai plutôt eu les autres, la grande majorité, hein, donc 10%, je pense que c'est 10-15% de pionniers, et puis les autres dubitatifs, ouais, c'est intéressant, ok, on laisse venir, on va voir un petit peu. Et c'est seulement maintenant, en fait, après un an en tout cas, qu'on ressent celles et ceux qui commencent à se mettre en dehors du système, enfin du système, je ne peux pas appeler ça, en dehors du processus. Donc dans les cercles, les collectifs, les petits collectifs, les petits bateaux de l'entreprise, qui commencent à maturer, parce que en fait c'est la maturation de l'entreprise, mais c'est aussi la maturation de chaque cercle. Ben là on sent que finalement celles et ceux qui ne se sont pas à l'aise avec cette mécanique où finalement on était mieux, c'est plus facile de recevoir une instruction, etc., qu'on est plutôt orienté résultat. En fait finalement il y a ceux évidemment qui attendent ordre et qui fonctionnent comme ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a tant que ça. Moi je pense que ceux qui ont le plus difficile, c'est ceux qui sont très drivés résultats. C'est quand on met quelque chose en place, il faut voir le changement. Et ceux-là, ils ont. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ceux auxquels je pense maintenant, sont plutôt ceux-là, qui sont en train de se dire, ouais, ok, c'est bien, mais enfin, finalement, aujourd'hui, tu te poses la question tout à l'heure, est-ce qu'on fait plus de chiffre d'affaires, est-ce qu'on est plus efficace, est-ce qu'on gagne plus d'argent, etc. Est-ce que ça va beaucoup mieux, etc. Qu'ils n'ont pas à être très attentifs à structurellement comment les choses se mettent en place petit à petit, mais qui veulent des résultats. Ceux-là, en fait, ont difficile. En fait, aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont difficile. Et je ne peux pas dire aujourd'hui, si j'ai bien quelques exemples de personnes qui sont plutôt en attente de, voilà, mais qui ne font pas obstacle à, voilà, et qui, donc finalement, le début a été plutôt beaucoup d'énergie chez les pionniers, on attend chez les autres, et aujourd'hui, avec la maturation des choses, voilà, ceux qui sont prêts à driver résultats se disent bon ok, so what, qu'est-ce que ça change, et qui ont des personnalités très individuelles, enfin les deux sont liés, hein, donc c'est ceux qui sont drivés résultats et qui sont très, qui ont des fortes personnalités assez individualistes, ceux-là commencent à se mettre un peu en marge en fait, en marge de leur propre cercle. Donc, et tu laisses faire, eh bien, tu fais confiance, je dirais, au système d'intelligence collective et au cercle pour équilibrer tout ça et que ça s'auto-corrige, comme dit alors c'est là que je teste mon lâcher-prise, hein, notamment. Bon, il y a plusieurs écoles. Hein. Moi, je suis entre le mixte, je laisse faire, mais surtout j'encourage. J'encourage les, qu'on s'appelle à l'intérieur d'un cercle, j'encourage les premiers liens, deuxièmes liens à avoir du dialogue avec les personnes concernées. Parce que c'est juste parfois la compréhension des attentes, hein, je parlais d'attentes de résultats, etc., qui peuvent, avec le temps, et des choses qu'on n'a pas encore la capacité d'exprimer, donc pour pouvoir eux-mêmes travailler sur le dialogue. J'interviens moi-même pas. J'essaye d'éviter d'intervenir parce que sinon on revient dans un schéma top-down. Voilà, donc j'essaie réellement que ces éléments de. Alors, sauf si ça devient conflictuel. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une situation conflictuelle, on est plutôt dans une situation de je me mets à l'écart du groupe. Oui. Quelle est ma place dans le groupe? C'est vraiment ça la question. Quelle est ma place dans le groupe? Okay. Et donc, si le groupe n'arrive pas à gérer ça, que la situation s'aggrave, voilà, on va voir un peu comment on gère les choses. Mais en tout cas, personnellement, je n'interviens pas ou je n'interviens pas directement. J'essaie d'être à l'écoute, je parle. Voilà, Mais si par exemple tu as comme une intuition pour dire bon voilà, j'ai l'impression que ça ne va pas, tu vas. Non. Si j'ai l'impression que ça ne va pas, je suggère un maximum. Voilà. Je transforme, j'interviens à je suggère. En fait. C'est pas une directive que de dire ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'on peut en parler? Et c'est sans être directif. Non, bien sûr. Longtemps, c'est pas attends, ça va pas, ton comportement, il faut que tu fasses ça. C'est voilà, donc vraiment interpeller la personne, ou tiens, j'ai l'impression qu'il y a un malaise là où. Oui, tout à fait. Donc c'est plutôt là
comme ça que je vais le faire que d'intervenir. J'évite d'intervenir en fait. C'est réellement ce que j'essaie de faire. Je suis en arrive encore. Hein, donc, c'est encore du chemin. Ton CA, comment ça se passe? Est-ce que tu avais un CA qui était... Enfin, je ne sais pas si tu es propriétaire de la boîte ou comment ça se passe. Ouais. C'est toi qui as tout à dire ou bien est-ce qu'il y a des CA qui sont un peu décoratifs? Il y en a d'autres qui sont très très présents. Alors le CA, j'ai une attitude, alors, déjà pour le contexte du CA, Oui. donc je suis actionnaire partiel de l'entreprise. J'ai deux associés qui sont en fait les fondateurs de l'entreprise et qui... Donc tu n'es pas majoritaire? donc je ne suis pas majoritaire de l'entreprise. Ah, ça c'est intéressant. Ok, donc tu as dû quelque part quand même convaincre le CA avant de commencer, ou bien... Alors, très sincèrement, je l'ai fait, comment dirais-je, en fait, je suis entré par la petite porte, mais en fait, je l'ai fait comme dans l'entreprise. C'est que je leur ai parlé de ce projet. Évidemment, la séparation du quatrième associé, en fait, hein, qui était, comme moi, destiné à reprendre l'ensemble de l'entreprise, a été un point extrêmement important de décision du conseil d'administration, dans lequel, très clairement, j'ai mis dans la balance, par rapport à cette décision, dire, après ça, on va lancer la transformation de l'entreprise, je vais la lancer, c'est un projet que je veux faire, dont je leur ai parlé avant, mais je ne suis pas rentré dans une mécanique, je fais un conseil d'administration pour dire oui ou non, on y va. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, je l'ai aussi fait par l'expérimentation. Et j'ai pas eu d'opposition de leur part, donc j'ai été plutôt dans, en tout cas parce que un des membres du CA est encore actif, donc de les mettre dans le bain en fait pour qu'ils expérimentent avec nous. Et donc voilà, c'est la manière dont je le fais, donc j'ai pas eu de problème d'opposition de CA, de convaincre le CA. Je pense que la situation est bon, ils savent que je suis la personne qui va reprendre l'entreprise à un moment donné, si pas seul avec quelqu'un d'autre, et donc finalement ils sont plus dans une posture voilà, de transmission, et donc ils ont accepté évidemment qu'à ce titre-là j'en ai les rênes, et ils n'ont pas vu, même si au day-to-day, ben voilà, ils voient des choses qui n'est pas naturelles dans leur fonctionnement traditionnel, et donc ça les interpelle, surtout quand on est aussi orienté résultat, et donc voilà, mais je pense que voilà, ça s'est passé aussi, je crois, en confiance, et quand ils ont eu des doutes, ils ont eu la sagesse de ne pas nous exprimer tout de suite et de dire voilà, laissons faire et faisons confiance à l'un et à ce qui va se passer. Et donc voilà, ça je pense que c'est aussi une preuve de marque de confiance en ce qui me concerne. En termes d'impact maintenant sur la performance de l'entreprise, ça fait 1 an et demi, donc déjà quelque chose que tu vois des changements à ce niveau-là, ou est-ce que c'est une question que j'ai eue, un exposé que j'avais fait il y a déjà 4-5 mois ici, et donc j'ai dit donc aujourd'hui sur les résultats financiers de l'entreprise, hein, puisque finalement quand on parle d'impact, on pense tiens, est-ce que finalement les marges sont meilleures, les résultats sont meilleurs, le chiffre d'affaires est meilleur. Je dis non parce que finalement on a clôturé qu'un exercice à peine depuis qu'on a lancé le projet, on est dans le deuxième, hein, donc dans les chiffres non aujourd'hui. J'ai par contre la conviction que ce qui est en train de se passer va avoir des impacts sur l'efficacité, l'efficience et donc les résultats de l'entreprise. Parce que finalement, à partir du moment où on est concerné, qu'on trouve des solutions en équipe, voilà, c'est relativement simple, c'est que dans un processus normal, les problèmes, tout le monde les connaît. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils remontent. Donc, un management éclairé va en résoudre 20%, 30%, 40%, 50% peut-être, 60% s'ils sont vraiment très forts. Un mauvais management va en résoudre 10 ou en créer 20 autres. Oui, c'est ça. Vouloir en résoudre 10 et en créer 20. Et donc, très clairement, le taux d'efficacité de décisions qui sont prises par ceux qui savent tout de suite d'adaptation, etc., sera meilleur. Et aujourd'hui, je vois déjà bien que finalement le partage de solutions ensemble amène des solutions qui auparavant seraient remontées chez moi, que j'aurais peut-être prises, pas prises, et qui auraient pris du temps. Donc voilà, j'ai une profonde conviction. Je ne peux pas l'étayer par des chiffres aujourd'hui,
pas encore, et on verra dans les mois qui viennent comment les choses vont bouger. Mais par contre, ce que je peux aujourd'hui dire, alors, c'est que j'ai quand même deux endroits de l'entreprise importants, le pôle commercial et tout le pôle menuiserie, où on avait des responsables, il n'y en a plus, donc ils s'auto-gouvernent complètement. Et donc, voilà, de plus que ça, finalement, alors il y a la performance économique, mais quelque part, on est arrivé à se passer de la nécessité d'avoir un chef. Bon, c'est quand même pas neutre, quoi. Donc, budget en moins. Et de risque budgétairement, même si c'était pas l'objectif. Hein, donc, une fois de plus, finalement, c'est pour ça en fait que quand on parle de résultats, et c'est aussi un apprentissage personnel, c'est que l'essentiel n'est pas le résultat. Enfin, le résultat, c'est une conséquence, c'est pas l'objectif. C'est vraiment ça. Le résultat, il viendra comme une conséquence. Et j'ai cette grande conviction-là, tout en ayant évidemment, bien entendu, l'œil sur le compteur. Voilà, on n'est pas là en train de se dire on verra dans un an. Et puis, il faut que le bateau flotte. Il faut que le bateau flotte. Je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, le fameux trou dans la coque, hein, donc c'est celui-là qui est important de garder à l'œil. Mais réellement avec des équipes qui ont quand même une énergie qui leur permettent de multiplier. Avant que je te pose la question de clôture, est-ce que tu as un point ou quelque chose dont tu voudrais parler qui te paraît vraiment important? Oui, je pense, moi le point qui me marque le plus dans ce projet, c'est l'acceptation de se faire bousculer. Pour moi, c'est un point majeur. J'ai donné un exemple qui montre que les choses bougent. J'ai parlé donc des fameux cercles avec les anciens managers. Donc, à la fin de la première année, j'ai senti le besoin de donner plus de corps au rôle du premier lien. Donc, parce que finalement, dans le rôle du manager historique, il y a le rôle hiérarchique pur dont il faut se débarrasser. Mais il y a le rôle de mentoring, d'orientation au résultat, de se dire que les gars, on a un cap à garder, est-ce qu'on a les moyens pour arriver, etc. Ce rôle-là, il reste présent. On a besoin de leaders. L'entreprise Libérée, ce n'est pas une entreprise de boutons, c'est une entreprise où il y a des tempéraments et des leaders, il faut des leaders. Donc j'ai renforcé finalement le contenu du rôle du premier lien en disant c'est extrêmement important de garder dans chaque cercle. Et on a refait des élections. Et je fais valider au comité de direction le nouveau profil d'attente en termes de responsabilité et, comment dirais-je, de compétences des premiers liens futurs pour qu'après on fasse les élections dans les cercles. Et je l'avais en tête, mais je n'avais pas appréhendé le truc. Mais tiens, j'avais mes deux anciens managers là, que j'avais pour la première année. J'avais dit, ceux-là, ils sont élus d'office. Et j'amène pas le sujet en comité de direction en me disant bon ben on verra comment ça va se passer, j'espère que le sujet ne va pas venir, etc. Ah oui, ça c'est quand tu... Évidemment, qu'est-ce qu'on craque, on fait le tour, mais tiens, finalement, telle personne et telle personne, ils passent par l'élection. Oups. Qu'est-ce que je fais? J'étais très embêté parce qu'en plus, je n'avais pas anticipé le truc avec eux. Donc, et en fait... Ils étaient là, autour de la table. En plus, ils étaient là. Un était absent, mais ils étaient là. Et on fait le tour, mais ce que je veux dire par là, c'est l'objection. Donc en fait, on fait des tours de validation de ce que j'avais, et puis paf, je me prends une objection. Une objection qui était constructive, qui a dit ok, mais attends, si on fait ça, c'est pas le projet dans lequel tu nous emmènes. Tu vas à l'encontre du projet en tant que tel en disant ben, ceux-là, oui, mais ceux-là, ils ne sont pas élus comme les autres, hein, ils sont encore à un statut privilégié. Paf! Et oui, vous avez raison, les gars. Et puis on a accepté, et ils ont accepté de rentrer dans les élections. Donc je prends cet exemple-là juste pour dire que cette force-là qui va nous secouer, qui va me secouer, qui va secouer l'entreprise, ça montre bien que la vague est forte, elle est vite forte, et donc la vague de fond, elle prend l'ampleur, elle se construit petit à petit. Et
Et j'ai d'autres exemples sur les salaires, on a dû très rapidement, même si on n'a pas encore au bout, hein, on a vite sollicité, tiens, les rémunérations variables, est-ce qu'on ne peut pas. Et donc, donc ça va chercher chaque fois tes freins, tes blocages, non mais ça, on ne va pas venir avec ça, c'est pas possible. Mais si, ils vont venir avec ça parce que ça fait partie du truc. Et que voilà. Et donc ça, c'est une force incroyable qui est aussi, je trouve, libératrice pour pour le dirigeant, parce que finalement, toutes ces problématiques-là, il les a de toute façon. Il les a et il les vit bien ou mal, mais il les a. Les traiter au-dessus de la table, c'est quand même plus facile. Et les traiter au-dessus de la table, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Moi, c'est ce message de se rendre compte que quand on rentre dans un système de confiance et qu'on a une lame de fond qui sort et qui finalement va être celle qui va construire l'entreprise petit à petit. Et j'ai des exemples tout le temps qui m'emmènent à... Donc quand on met dans mes limites, c'est qu'on avance. Donc on dit toujours finalement que l'entreprise est limitée par l'ouverture de son dirigeant. En fait, oui. hein, donc, et voilà, je me rends compte voilà, que chaque fois qu'on me pousse, c'est que l'entreprise avance. C'est que l'entreprise avance. Si tu acceptes d'être bousculé. Si j'accepte d'être bousculé, oui. Voilà, je pense que si on rentre dans ce projet-là, qu'on n'accepte pas d'être bousculé, il ne faut surtout pas le faire. Je ressens très fort ça. Oui. L'accompagnement que je fais, c'est la limite, c'est le patron. Oui, tout à fait. Absolument. Ce qui montre aussi le rôle important qu'il joue. Bien sûr. Juste, tu as parlé de salaire, de rémunération variable. Oui. Tu as envie de dire 2 mots là-dessus ou c'est trop tôt pour, Oui, c'est trop tôt pour amener des choses concrètes. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de supprimer les rémunérations variables? C'est de les rajouter? Non, c'est de les rendre transparentes et claires pour tout le monde. Okay. Et donc, aujourd'hui, il y a des rémunérations variables qui étaient historiquement liées essentiellement aux évaluations et à la performance individuelle de chacun, avec des systèmes qui objectivement n'étaient pas extrêmement clairs et transparents. Donc à la tête du client, pour ne pas dire autre chose. Parfois à la tête du client ou avec une argumentation qui n'est pas... avec des commerciaux qui ont un commissionnement sur leur activité commerciale qui était plutôt relativement clair sur l'IA. Mais à un moment, clairement, typiquement, c'est un sujet qui n'est pas clair. Et les sujets pas clairs, ils sortent. Et donc, c'est sorti assez rapidement. Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à travailler sur une rémunération variable collective, hein, donc sortir de ce truc un peu opaque, qu'on ne comprend rien, etc. Et voilà, aujourd'hui, il y a un groupe de travail qui s'est constitué autour de ça, qui est missionné pour faire des propositions, et dans lesquelles on a mis les forces, comme toujours, concernées, expertes, pour pouvoir essayer de construire quelque chose. On verra où ça nous mène, mais je pense que c'est au moins le mérite d'être lancé. Voilà. Alain, merci beaucoup. Et avant de nous quitter, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui hésitent, à ceux qui sont interpellés par ce qu'ils voient autour d'eux, ou ce qu'ils ont entendu, ou ceux qui ont vu l'émission d'Arte ou un autre témoignage et qui se disent mais bon, ça c'est pas pour moi, ou c'est peut-être pour moi mais j'ose pas, ou ça marche pour lui mais pas pour moi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ceux-là? Deux choses. Je crois que le métier de dirigeant d'entreprise, c'est un métier où on est très seul. Pouvoir partager ce projet avec les équipes de manière structurelle, ça enlève un poids énorme qu'on a sur ses épaules. Donc, pour le dirigeant, c'est aussi une libération, je le considère comme ça, à la condition qu'il se soit lui-même bien préparé pour faire ce chemin. Et donc, je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est que ça se passe là et que ça se passe pas là. Je crois que je dirais à tous les dirigeants qui intellectuellement disent oui, ça a l'air bien, ça me parle, ouais, ça va être chouette, et on va être plus performant, etc. Ne le faites surtout pas. Si à un moment vous avez, et vous le sentez tout de suite, je vous le dis, parce que moi rien que vous en parlez, je le sens. Donc si vous sentez que ça va vous toucher là et que c'est cohérent pour vous, alors vous allez incarner la transformation. Mais si vous n'avez pas ça, ne le faites surtout pas. Ne le faites surtout pas. Et dernière chose que je peux vous dire, c'est il commence à y avoir aujourd'hui pas mal de boîtes qui sont lancées dans le projet. Moi, ça m'a beaucoup aidé de partager avec des collègues dirigeants
finalement la manière dont tu l'avais fait, comment ils étaient arrivés. Faites-le, n'hésitez pas à le faire, n'improvisez pas, faites-vous accompagner, très important, se faire accompagner personnellement et dans l'entreprise. Donc voilà, ça ne s'improvise pas. Voilà, mais si vous sentez, faites-le. Alain, merci beaucoup. Et Merci. puis, je souhaite vraiment beaucoup de bonheur, de bien-être et de vie à Concept Expo pour le futur. Alors, merci pour votre attention. Si vous avez des commentaires, mettez-les en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à transférer cette vidéo à ceux qui pourraient être intéressés et de façon à ce que ce soit connu de plus en plus. C'est vraiment une belle piste pour le futur de nos entreprises. À bientôt sur le blog des leaders. À bientôt, merci. T'as plus le problème, moi je l'ai presque plus. J'ai encore fait. Voilà.